Bonjour, après donc la 8e partie perdue par Guelfand, où Anand a finalement égalisé au score, un partout, il sera intéressant de voir comment le numéro 1 israélien a digéré sa déception et dans quel état d'esprit il aborde la 9e partie qu'il débute donc avec les Blancs. Il commence ici par D4, et Anand commence déjà un petit peu à surprendre son adversaire, puisqu'ici Anand avait plutôt l'habitude de jouer D5, la réponse symétrique. Eh bien, il décide de jouer cavalier F6, un début relativement souple, fréquemment utilisé avec les noirs, contre D4. Guelfand décide ici de jouer C4, comme à son habitude, puisque ici, normalement, le cavalier ne fait que contrôler, eh bien, Guelfand décide d'occuper le centre. E6, donc avec ce coup, Anand est prêt à sortir très rapidement son fou de l'aile droit. Alors la structure de pion, pour le moment qu'il adopte, est assez souple. Nous verrons plus tard quelle défense il va véritablement choisir. Cavalier, donc ici C3, Guelfand décide de s'installer solidement au centre avec l'idée de prendre de l'espace en poussant le pion E4. Ça, c'est l'idée. Alors, il aurait pu jouer ici cavalier F3. Dans ce cas-là, on serait tombé dans deux voies principales qui pourraient être par exemple fou B4 échec avec une bogo-indienne. Ou alors l'idée de jouer une ouest indienne avec B6. Bien sûr, il y a aussi une autre défense qui serait D5, le gambit de dame naturel, avec la présence du cavalier en F3 plutôt que cavalier C3. Alors maintenant, E6, donc cavalier C3. Et ici, Anand décide de jouer fou B4, c'est véritablement l'ouverture nimzo-indienne qu'il a choisie. C'est une des défenses les plus solides contre D4. L'idée majeure en fait de ce coup est assez simple, empêcher par le clouage du cavalier la poussée centrale E4. Alors, une petite anecdote toute simple, c'est que Anand aurait pu choisir de jouer D5, et si Guelfand avait décidé de jouer cavalier F3, C6, Anand aurait répondu E3, A6, on serait finalement retombé par transposition dans la variante de discussion qui a opposé Anand-Guelfand, enfin Guelfand à Anand, sur les parties donc précédentes. Alors je reviens donc sur l'idée de fou B4. Ici, Guelfand décide de jouer E3. D'autres répliques sont possibles, mais celle-ci est la première utilisée par les Blancs et plutôt avec succès. Guelfand montre qu'il souhaite privilégier le développement de son aile droit en priorité, alors que il enferme quand même à nouveau son fou C1, mais ça n'a pas l'air de lui poser trop de problèmes. Les noirs décident de roquer, fou D3, un développement souple qui montre aussi toute l'application des blancs à contrôler la fameuse case E4 et pourquoi pas à envisager la poussée directe du pion E3 en E4 afin de libérer ce fou C1. Mais Anand ne l'entend pas de cette oreille, il décide de jouer immédiatement D5. L'autre réplique principale c'est C5, mais ici Anand décide d'empêcher l'Israélien de pouvoir pousser son pion en E4 éventuellement, et en jouant D5, le combat au centre donc tient toutes ses promesses. Comment Guelfand va réagir? Bien, il joue cavalier F3, et Anand met encore de l'huile sur le feu en jouant ici C5. Alors avec ce carré de pion, donc le combat au centre se trouve à son paroxysme. Il appartient maintenant aux joueurs de clarifier la situation dans ce secteur assez rapidement afin de déterminer une stratégie claire en fonction de la chaîne de pions qui va se déterminer obligatoirement à un moment donné. Tout ça, ça va se clarifier. Il y a trop de tension ici au centre. Alors, si je reprends un coup en arrière et que Anand ait décidé de jouer plutôt fou prend C3, ce serait plutôt une mauvaise décision. Car il donnerait la possibilité à Guelfand donc de prendre la paire de fous, et après B prend C3, on voit que cette chaîne de pions offrirait des possibilités sur case noire assez intéressantes pour les blancs, donc il vaut mieux éviter ce genre de prise immédiate de la part des noirs. Donc Anand joue ici C5. Comment va réagir Guelfand? Eh bien, il décide
d'utiliser donc une voie naturelle de développement. En fait, en choisissant l'option de OK, Guelfand laisse l'initiative à Anand de modifier le centre à sa guise, mais ça n'a pas l'air de lui poser de problème particulier. Cette position a été jouée des milliers de fois par les GMI notamment. La réponse principale est cavalier C6, c'est finalement laisser les blancs décider de la nature de la structure de pion au centre, ou alors directement c'est prend D4. Mais ici au championnat du monde, Anand décide en fait d'emprunter un chemin direct pour éviter aux blancs de choisir leur propre chemin. Il décide d'affaiblir la structure blanche au centre en créant un pion isolé. Et pour cela, il va d'abord prendre le pion en C4 afin de forcer le fou à reprendre. Et maintenant, il prend le pion en D4 afin d'amener à terme donc un pion isolé. Alors notons que si cavalier prend D4, il s'avère que les noirs peuvent régler assez rapidement le problème de leur structure de pion et notamment surtout du fou C8 en poussant le pion E5. Ce n'est peut-être pas du goût de Guelfand, donc Guelfand lui préfère plutôt prendre avec le pion. Il n'hésite pas à accepter le pion isolé pourvu que leur fou C1 trouve de la liberté de mouvement sur la diagonale C1 G5 et c'est le cas. Donc compensation pour les blancs, liberté de mouvement pour eux. Par contre, pion isolé, une faiblesse donc en finale. Pour jouer contre le pion isolé, la case principale stratégique, c'est la case D5. Donc les deux joueurs vont chercher à la dominer. Anand pour cela va régler du même coup le problème de son fou en jouant ici B6. B6 permet de libérer le fou et celui-ci, quand il sera placé en B7, contrôlera une fois supplémentaire la case D5 afin d'empêcher le pion D4 d'avancer. Guelfand décide ici de jouer un coup normal aussi. Il joue fou G5, cloue le cavalier, défenseur de la case D5. Nous voyons bien que les deux joueurs luttent maintenant pour le contrôle de la case D5. Les noirs jouent fou B7. Et ici, Guelfand décide de jouer Dame 2. Donc il libère la case D1 pour une tour afin de soutenir éventuellement la poussée du pion en D5. Mais aussi il contrôle la case avant-poste E5 afin d'y installer éventuellement un cavalier sur cette case, donc proche du camp noir. Alors, si Anand décide de prendre directement le cavalier F3, Dame prend F3, en fait, la prise du cavalier offrirait trop de compensation aux blancs sur case blanche. Donc, le pion D4 sera soutenu par tour D1 et les cases blanches seraient affaiblies. Anand préfère ici plutôt jouer le développement du cavalier. Cavalier BD7 permet de protéger le cavalier F6 qui est cloué et en même temps de libérer la colonne C. Comment va réagir ici Guelfand? Eh bien, par rapport à ce pion isolé, il va chercher plutôt à soutenir, en fait, à centraliser ses pièces lourdes, et notamment à jouer de cette manière, c'est-à-dire la tour qui protège le pion D4, et cette tour qui surveille la colonne ouverte. Donc, tour AC1, tour C8, et ici, Guelfand décide de jouer fou D3, un recyclage préventif qui permet de soulager la défense du fou C4 par la dame. Donc, il peut y avoir peut-être des problèmes au niveau de cette colonne C, donc ici, il préfère recycler le fou D3. Une option plus ambitieuse à mes yeux serait cavalier E5, qui donc installerait un cavalier au centre de l'échiquier et aurait plus d'impact au niveau du centre, justement, dans le camp noir. Mais le choix de fou D3 est tout à fait envisageable. Et Anand décide ici de prendre cette fois-ci le cavalier. Il inflige donc à son adversaire des pions pendants. Les pions pendants, je vous rappelle, c'est un duo de pions, donc ici C3 et D4. Isolés de leur partenaire, donc il n'y a pas de pion B ni de pion E qui peuvent les protéger, et exposés sur des colonnes semi-ouvertes.
Donc on voit bien qu'ici il y a la colonne semi-ouverte avec pion cible C3 et colonne semi-ouverte D pour les noirs avec pion cible D4. Les pions pendants sont une force au niveau du milieu de partie, on va le voir d'ailleurs dans ce jeu, et par contre peuvent représenter une faiblesse en finale. Alors, c'est intéressant de voir aussi qu'Anand a pris le cavalier en C3 et que le fou qui se trouve maintenant ici ne peut pas exploiter la diagonale en A3, hein, qui pourrait donner à ce fou une force assez intéressante sur case noire. Alors maintenant, le combat va se situer autour de ces pions pendants. Donc Anand décide de jouer Dame C7. Il se décloue donc de ce clouage effectué par le fou G5 et vise la case F4. Ici, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir quel coup Guelfand pourrait jouer. Eh bien, si vous avez vu qu'il fallait jouer C4, eh bien, vous avez entièrement raison. C4, en fait, c'est normal. Hein. Guelfand utilise immédiatement le potentiel de ses pions pendants pour confisquer un espace considérable au centre et se prépare pour une éventuelle percée dans ce secteur. Donc on voit bien ici que C4 contrôle, donc que le pion C4 contrôle B5, C5, D5, E5. Donc c'est une belle chose pour les blancs. Et en même temps, ce duo de pions pourra éventuellement se soutenir pour une percée qui pourrait s'effectuer soit via D5, mais plus naturellement via C5. Ici, les noirs choisissent de prendre le cavalier. Ils auraient pu envisager de jouer H6, fou H4, ce serait dommage de prendre le cavalier et de perdre ainsi la paire de fous. Donc les noirs maintiennent la paire de fous, les blancs maintiennent la paire de fous avec fou H4. Et ici, cavalier H5 serait une option intéressante pour les noirs, peut-être à étudier pour de futures parties. Mais Anand décide de clarifier la situation immédiatement. Donc c'est une mesure radicale, hein, cette prise de cavalier, qui supprime un soutien précieux du duo central blanc, mais qui cède au blanc la fameuse paire de fous, et par conséquent le contrôle des cases blanches. Dame prend F3, tour F E8 et tour F D1. Donc Guelfand continue la mobilisation de ses pièces lourdes au centre afin de préparer une éventuelle poussée centrale. H6, donc question au fou, que faut-il faire avec ce fou? Et là, il y a un cas assez intéressant que je vais vous proposer. Ici, Guelfand décide de jouer fou H4. Mais il aurait pu décider d'attaquer immédiatement la dame. Et je vous propose ici de cliquer sur pause pour voir justement quelle réaction avait préparé Anand face à ce coup de fou qui attaque la dame. Si vous avez pensé à jouer E5, c'est un excellent coup en fait, qui a le mérite d'attaquer le fou, mais surtout d'affaiblir le duo de pions. Alors voici quelques variantes qui sont instructives à ce niveau-là pour affaiblir ces pions pendants. Donc fou G3, c'est logique ici de maintenir l'attention face au pion E5. Et là, Dame C6. Dame C6, finalement c'est une proposition d'échange des dames afin d'exploiter en finale la faiblesse des pions pendants au centre. Donc on peut regarder ici différentes options. Par exemple, si les blancs acceptent l'échange des dames, et bien après Dame prend C6, tour prend C6. Le pion D4 est en difficulté, il va bien falloir pour les blancs se décider. Ils décident soit de pousser, mais dans ce cas-là, en poussant, eh bien, tour C8 ou tour C7 éventuellement, mais surtout, vous avez la case C5 qui appartient aux noirs, et ça donnerait donc d'excellentes compensations pour ces derniers, qui exploiteraient le duo de pions pendants affaibli ici, puisqu'ils ne contrôlent plus la case C5. Si les blancs décident de prendre en E5, eh bien dans ce cas-là, cavalier prend E5, et on peut s'apercevoir maintenant que, bon après par exemple fou F1 et cavalier ED7, que le pion C4 est isolé, et il devient une cible tout à fait intéressante pour les noirs. Cela donne donc généralement une position égale. La faiblesse du pion C4 compense la paire de fous blanche.
Alors, si les blancs avaient décidé d'éviter donc l'échange des dames, ils auraient pu pousser D5, mais dans ce cas-là, dame A4 est difficile à contrôler pour les blancs. Le pion A2 est en disgrâce pour le moment, et puis en même temps la case C5 devient disponible donc pour le cavalier. Cela n'est pas du goût donc de Guelfand. Alors, au lieu donc de jouer fou F4 avec qui pourrait être exposé à cette réponse E5 qui pourrait être gênante, eh bien, il décide donc de jouer fou H4 et de maintenir le clouage du cavalier, ce qui immobilise le cavalier D7 à la défense de ce cavalier. Comment maintenant répondre avec les noirs? Alors, si par exemple il répond E5, le coup qui était très bon tout à l'heure, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur pause pour voir quelle serait la réaction de Guelfand, qui est aussi ici instructive. Alors, si vous avez vu l'idée de fou F5, eh bien, bravo, parce que fou F5 a le mérite d'effectuer un clouage très désagréable sur le cavalier D7. Et ce clouage met en difficulté les noirs. Imaginons par exemple la prise immédiate du pion D4, qui aurait le mérite d'isoler le pion C4. Mais le problème ici, c'est que le clouage des deux cavaliers en fait est instructif. Ici, les blancs vont prendre le cavalier F6, défenseur donc du cavalier D7 cloué. Cela va forcer donc la dénaturation de la structure de pion du côté de l'aile droit, et les blancs vont profiter de la colonne ouverte G pour appuyer encore plus leur attaque sur la pièce clouée. Donc au prochain coup, le cavalier sera pris. Donc cette manœuvre ici de E prend D4 ne convient pas, mais l'autre manœuvre qui serait de jouer tour C D8 pour éviter le clouage du cavalier, finalement ce n'est qu'un leurre parce que c'est maintenant le cavalier F6 qui est cloué. Alors les blancs vont en profiter pour faire fou prend cavalier D7, supprimer le défenseur du cavalier F6, tour prend D7 par exemple, et maintenant je prends donc le cavalier F6, je supprime la pièce clouée, et les noirs se retrouveraient avec une structure de pion faible. Les blancs pourraient envisager D5 avec initiative basée sur la faiblesse du roi noir sur la colonne G et la faiblesse aussi structurelle des pions. Alors il y avait d'autres possibilités, par exemple après fou F5, la possibilité de jouer ici E4, donc d'attaquer directement la dame, mais cela ne suffit pas non plus, car si vous avez bien réfléchi à cette position, vous avez pu envisager le coup ici dame H3 qui permet de conserver l'initiative pour les blancs car ils accentuent leur clouage sur le cavalier D7 et conservent ainsi l'initiative. Ils possèdent aussi toujours leur structure de pion intacte au centre. Alors on voit bien ici que chaque coup de pion basé sur E5 ici pour la cassure est bon à certains moments et à d'autres moments c'est pas bon, donc faites attention donc à tout coup de pion qui peuvent être joués. Anand le sait bien et joue ici dame D6, il préfère un coup central de la dame qui optimise le placement de celle-ci sur case noire. Guelfand ici entrevoit une possibilité de jouer une stratégie avec matériel différencié. Il joue ici le coup C5. Il faut bien jouer dynamique et pour cela donc ce coup est tout à fait adapté à cette situation. Il aurait pu envisager de jouer fou G3. Le jeu aurait pu être compliqué bien sûr, avec peut-être l'idée dame B4 qui éventuellement gênait Guelfand. Comment maîtriser cette dame sur case noire, c'était peut-être un problème pour lui. Donc, il joue ici C5, ce coup est beaucoup plus concret et va permettre de clarifier la situation rapidement au centre. Donc la dame est attaquée, mais la menace ici C6 est dangereuse. Donc les noirs décident de prendre le pion C5. Les blancs prennent le pion. En prenant de cette manière, eh bien, ce pion C5 donc, attaque toujours la dame. Mais surtout, la dame noire se trouve exposée à la batterie, tour et fou. Les blancs donc ont bien réussi leur affaire à dynamiser la position et à mettre en danger la dame noire.
Alors là, on va voir un petit peu le danger auquel les noirs auraient pu être confrontés s'ils avaient décidé de bloquer simplement le pion C5. Ici, ils ont décidé d'une autre option, hein. Mais s'ils avaient décidé de bloquer le pion C5, qu'est-ce que vous auriez pu envisager de jouer? Eh bien, si vous avez décidé de supprimer la dame, vous aviez bien raison, parce qu'en supprimant la dame, tour prend C6, vous allez pouvoir contester la case de blocage du pion passé, et avec fou B5, la tour est attaquée, par exemple tour C7. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va supprimer ici le cavalier F6. On voit bien que le cavalier D7 est cloué. Donc, on supprime le défenseur du cavalier D7. Cavalier, donc, si G prend F6, on gagne la pièce. Et si cavalier prend F6, eh bien, on gagne tout simplement la qualité. Donc, les noirs vont s'orienter vers une autre décision, un petit peu surprenante, mais particulièrement intéressante. Ils vont décider de jouer tour prend C5, donc de laisser libre cours à la batterie blanche de s'actionner. Guelfand décide donc d'actionner cette batterie blanche et de mettre donc en évidence le problème de la dame noire avec cet échec intermédiaire. Donc roi prend H7, les noirs relèvent le défi. Tour prend D6, tour prend C1 échec, tour D1, tour C8, tout ça c'est un petit peu forcé, c'est une ligne forcée qui a été vue certainement par les joueurs depuis très longtemps. Alors pour mieux apprécier cette position, je vous propose de continuer encore la partie un peu plus loin, nous y verrons plus clair dans quelques coups. Pour le moment, donc Guelfand joue 43, donc le 43e coup H3, pour éviter le mat du couloir et libérer ainsi ses pièces blanches. Cavalier E5, avec ce coup, Anand décide d'activer sa cavalerie afin de défendre au mieux son aile roi par cette manœuvre. Il va ainsi forcer des simplifications. Dame E2, cavalier G6, attaque le fou. Et là, nous allons en rentrer encore dans une suite forcée. Fou prend cavalier F6, les blancs dénaturent la structure de pion à l'aile roi. G prend F6, tour prend tour, donc élimination d'une tour. Tour prend, échec, roi H2. Et voici donc la position qui va faire débat entre les deux joueurs. Les blancs se retrouvent donc dans une stratégie de matériel différencié, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même matériel que leur adversaire. Ils ont donc ici une dame contre tour et cavalier. Comment donc jouer avec ce matériel différencié? Eh bien, on peut voir ici que les noirs n'ont pas d'ambition particulière de gagner la partie, car leur roi noir peut être exposé à tout moment. De plus, le tandem tour-cavalier n'est pas si simple à manœuvrer, car l'espace de jeu est important en raison de la présence des pions A éloignés. Donc le terrain de jeu est très élargi, plutôt favorable pour la dame qui peut se déplacer très rapidement sur tout l'échiquier. Donc, que va jouer Anand par rapport à ce tandem? Eh bien, il va préférer plutôt créer une forteresse où la dame blanche se trouve finalement toute seule. Eh bien, elle ne pourra à elle seule finalement s'imposer dans le camp noir. Donc, Anand va créer ici donc une forteresse. Le principe d'une forteresse est d'optimiser le plus efficacement possible le rôle de chaque pièce avec une collaboration maximum entre elles. Alors étudions de quelle manière Anand va s'y prendre, mais ici n'hésitez pas à cliquer sur pause pour imaginer cette forteresse avec les noirs. C'est un excellent exercice, un excellent exercice, donc un excellent travail pour vous au niveau défensif. Alors première étape, Anand joue tour C7, donc c'est la protection des pions A7 et F7, c'est le bon moyen ici de protéger la racine des pions, donc bon placement pour cette tour. Dame B2. Dame B2 pour éventuellement donc attaquer la tour, mais surtout attaquer le pion F6. Ici roi G7, deuxième étape, donc les pions F6 et H6 sont protégés par le roi. A4, la véritable chance de perturber la défense noire, c'est le pion A. Guelfand compte le placer en A6 afin de contester cette tour sur la 7e rangée. Alors, quelle va être la troisième étape d'Anand?
eh bien, il y a une pièce qui ne sert pas encore à grand chose, c'est le cavalier G6. Bien qu'il protège la colonne G, ici il peut être optimisé de manière beaucoup plus efficace. Donc la troisième étape d'Anand sera de remobiliser ce cavalier afin de l'activer et surtout de collaborer le mieux possible avec sa tour. Pour atteindre ce but, Anand dirige son cavalier vers la case centrale D5 où il y aura un lien direct avec sa tour, un lien de protection. A5, cavalier D5, donc c'est activation avec centralisation du cavalier qui permet donc de protéger la tour et aussi le pion F6. Le roi donc noir sera libéré de sa tâche défensive. On voit bien que le cavalier ici occupe un excellent poste qu'il est impossible pour les blancs de contester. Avec un pion, il n'existe plus maintenant. Donc on peut dire ici que Anand a mis en place une forteresse typique dont le but est d'empêcher la dame et le roi blanc de s'infiltrer. Alors je vous conseille fortement de méditer sur cette approche défensive qui peuvent bien être utiles pour votre défense. Les études notamment sur entraînement 1700 et objectif 2000 et plus sur votre espace sur le site donc vous seront très utiles pour cela. Alors donc je répète mon conseil, pour une bonne défense il est utile de trouver une excellente collaboration des pièces entre elles. Alors après cavalier D5 A6, donc Guelfand continue quand même son objectif de prise d'espace du côté de l'aile dame. Et ici, roi H7. Donc en fait, Anand, par ce coup, cherche à encore être plus présent au centre. Il souhaite déclouer son pion F afin de l'activer. Dame D4. Pour le moment, centralisation donc de la part des blancs. Et ici, F5. F5, donc, pour prendre encore un peu plus d'espace. Il a un autre objectif, mais là, je vous poserai la question tout à l'heure. Donc pour le moment F4, donc les blancs prennent quand même de l'espace. Avec F4, ils contrôlent la case 5 et G5. Tour D7. On voit que la tour peut évoluer aussi bien en D7 que en C7 ou même en E7 sans difficulté. Le cavalier fait office de paravent ici donc avec efficacité. Donc ici, roi G3, les blancs cherchent à prendre un petit peu plus d'espace dans le camp blanc. Alors, roi G6, on aurait pu tenter cavalier B6, donc ce coup semble aussi assurer l'égalité, avec un va-et-vient du cavalier qui ne semble pas poser problème donc aux noirs, au contraire, ça leur permet d'avoir une défense tranquille de répétition. Mais Anand décide d'être plus actif ici. C'est à la limite une bonne défense. Il décide de jouer roi G6 et accepte à la limite l'infiltration de la dame blanche. Il estime que la collaboration cavalier-tour est suffisante pour maîtriser cette infiltration dans le camp noir. Donc dame H8, eh bien Guelfand en profite pour s'infiltrer directement dans le camp noir. Mais ici, après cavalier F6, on voit que la dame blanche n'a pas grand chose à faire ici dans le camp noir. Les cases G8 la case G8 est contrôlée. Pas possibilité donc pour la dame blanche de titiller un petit peu le roi noir. Dame B8. Donc il recherche ici de l'activité pour sa dame, donc de lui donner plus d'espace de jeu. Alors que jouer maintenant avec les noirs? Eh bien H5. H5, donc la rupture ici G4 est difficile à envisager. Oui, ce coup était donc l'idée. L'idée de F5, c'était justement avec le pion H5 d'interdire la rupture G4. Roi H4, roi H6, dame B2 et roi G6. La collaboration des pièces noires est parfaite. Difficile au blanc de percer cette position. Alors, il joue ici dame C3. Guelfand donc a bien compris qu'il ne pourra pénétrer cette forteresse uniquement avec la dame blanche. Il va se résoudre à préparer sa dernière tentative. La voyez-vous? N'hésitez pas à cliquer sur pause. Réponse dans 3 coups. Alors ici, donc, cavalier E4, Anand joue ici ce coup de cavalier. Dame C8 attaque la dame. Hop, immédiatement cavalier F6. La forteresse est bien mise en place par Anand. Dame B8, tour E7. Et là,
que va jouer donc Guelfand? Eh bien, il se décide finalement à jouer sa dernière carte. Et si vous l'avez vu 3 coups auparavant, ben bravo. Sa dernière carte, c'est de jouer G4. C'est donc la dernière tentative de déstabiliser son adversaire. Il utilise ainsi le levier G4 quand même, malgré H5, F5 et cavalier F6. Il utilise ce levier pour créer de nouvelles lignes d'infiltration. Les noirs prennent le pion G4, H prend G4, F prend G4. Et là, il fallait éviter de tomber sur cavalier prend G4, car dans ce cas, malheureusement, vous tombez dans le piège de Guelfand, qui est de jouer dame G8 échec, roi H6, et dame G5 gagne malheureusement la tour, parce qu'elle attaque le roi, mais aussi la tour E7, roi H7 et dame prend E7. Ce serait vraiment dommage, la forteresse aura été ici inutile. Donc voyez qu'il faut être attentif jusqu'au bout. On aurait tendance à prendre le pion G4 avec le cavalier, mais en prenant avec le cavalier, vous oubliez que la dame peut s'infiltrer dans le camp noir avec effet sur le roi noir. Donc F prend G4, dame E5, et ici que jouer avec les noirs? Si vous avez décidé de jouer tour D7, que c'est bien dommage, car dans ce cas-là, dame G5 attaque le roi, et le roi est obligé d'aller en H7, et vous perdez le cavalier. Et vous perdez encore l'occasion d'annuler, donc ici avec Guelfand cette fois-ci. Donc, bien sûr, vous êtes particulièrement bien concentré, et vous n'allez pas jouer tour D7, mais gardez le contact avec vos pièces en jouant cavalier G8. Le cavalier donc maîtrise les cases F6 et H6, et aussi la tour E7. Peu importe de perdre ici le pion G4, la forteresse va être mise en place toujours par les noirs. Dame prend G4, les blancs ont un peu progressé dans leur position, mais les pièces noires s'auto-protègent parfaitement dans ce petit territoire. Et les noirs vont donc jouer ici F6, dame G2, roi H8, dame E4, roi G7, et finalement les deux joueurs concluent à la nullité. Impossible pour les blancs de percer encore plus cette position. Le roi blanc ne peut pas aller beaucoup plus loin que la case H5, et le cavalier et la tour ainsi que le roi qui a une certaine mobilité forment ici une forteresse imprenable. Donc la fin est finalement digne d'une petite étude où Anand a parfaitement manœuvré avec ses pièces pour créer une forteresse imprenable. Donc voici une belle partie quand même jouée par Guelfand, mais Anand a su véritablement bien maîtriser son jeu défensif. Je vous remercie donc de votre attention et vous dis à bientôt donc pour la prochaine vidéo qui sera la 10e partie de ce championnat du monde.